mais je l'aime bien, il s'appelle Roland. Roland? Roland, le fauteuil roulant, ouais. C'est mon ami, je l'aime full. À chaque soir, quand je retourne au lit, je le remercie de m'avoir promené toute la journée. En décembre 2021, la Lachutoise Jeanne Carrière se réveille dans un lit d'hôpital intubée et paralysée jusqu'au cou. Alors qu'elle se remet de l'accident qui l'a laissée tétraplégique, l'équipe des docteurs Dominique Tremblay et Élie Bogossian de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal lui propose une opération chirurgicale qui lui redonnerait l'usage de ses mains. C'est donc en juillet 2022 que Jeanne devient la première femme au Canada à subir cette opération de 9 heures, une grande aventure dont elle nous parle aujourd'hui. Ben c'est ça, pour commencer, en fait, toi, Jeanne, t'es scénariste. Ta passion, c'est vraiment dans le cinéma. Donc, parle-nous un peu de comment tu t'es lancée là-dedans. Comment est-ce que tu as commencé vraiment à te lancer dans le cinéma? Ça a commencé, j'étais étudiante en travail social au cégep de Saint-Jérôme. Je finissais mes cours et je suis cinéphile depuis que je suis toute petite. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que qu'est-ce qui m'intéressait avec le travail social, ça rimait vraiment avec ma passion du cinéma. Donc, j'ai complètement changé du tout au tout. Et je me suis inscrite, j'avais pas de portfolio vu que j'étais en travail social, donc je me suis inscrite à l'UDM. J'ai fait 1 an. Après ça, j'ai eu la chance d'être prise à l'INIS, où j'ai pu étudier le cinéma, la scénarisation, avec 2 autres étudiants. On est 3 étudiants par cohorte. Et de là, j'ai fait des petits projets, puis ma passion est devenue ma profession. De fil en aiguille, j'ai pu m'outiller dans mon métier, puis faire vraiment des scénarios maintenant qui vont être portés à l'écran. Donc, c'est vraiment cool. Puis parle-nous de tes premiers projets, dans le fond. Tu avais commencé avec un court-métrage qui s'appelle Laver. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus, puis de tout ça, en fait? Oui. Ça, c'était dans le temps où j'étais à l'UDM. C'est mon tout premier scénario que j'ai écrit à vie, ça s'appelle Laver. Par un coup de tête, j'ai décidé de le réaliser. Donc, j'ai une équipe d'amis de l'université qu'on a fait ça à Montréal, non, à Saint-Jérôme. J'avais pas d'équipement, j'ai emprunté l'équipement de la TVC. On a fait ça avec 200 piastres. Puis c'était avec Marie-Claude Hainaut, une magnifique actrice de la région, et ça portait sur la charge parentale invisible chez les femmes. Donc c'est ça. Le projet a été, après ça, il y a eu une longue post-production parce que c'était le temps de la COVID et tout. Et j'ai eu la chance d'envoyer mon film à quelques festivals, dont le premier que j'ai envoyé, c'était au Short Film Corner de Cannes, que j'avais été sélectionnée. Au Short Film, on regardait pour les accréditations. Moi, je me voyais aller voir des longs métrages à Cannes. Et le Cannes a été annulé en raison de la COVID, donc c'était plate. Mais c'était mon premier projet Laver. Après ça, on a fait les rendez-vous du cinéma québécois puis quelques petits festivals. C'était vraiment le fun. C'était une première expérience et ça m'a donné la piqûre. Puis, c'est ça, tu disais, ça portait sur la charge parentale invisible sur les femmes. Comment est-ce que tu puises ton inspiration? Oui, bien c'est de là que le lien avec le travail social se fait. Tous mes projets ont toujours un élan très social. J'adore le cinéma qui porte sur des réalités un peu plus crues de notre société.
Donc, cette inspiration-là venait d'un cours de travail social sur les différents types familiales. Puis ça se passait après un divorce, donc comment on partage les tâches. Donc, ça portait sur la femme, que la semaine, elle, les devoirs, les lunchs, tout ça. Puis la fin de semaine, elle était un peu jalouse que son ex, ben, lui, c'était le plaisir. Le patin libre, ces choses-là, pendant qu'elle a toute sa charge de travail. Donc, je puise mon inspiration beaucoup du social. Puis, comme on s'en parlait tantôt, tu filmes aussi surtout tes courts-métrages en campagne plutôt que dans la ville. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu choisis de parler de thèmes sociaux qui sont beaucoup plus visibles, je pense, en région qu'en ville où la densité de population est beaucoup plus grande, mais il y a aussi beaucoup plus d'aide pour ces problèmes sociaux-là? Oui, oui. Puis je trouve que le milieu rural, c'est le plus beau théâtre pour le cinéma. En plus de faire des images plus belles, il y a un écosystème dans la ruralité qui m'inspire vraiment beaucoup. Pour mon deuxième projet, financé par la SODEC, ça parle de réinsertion sociale après un long passage en milieu carcéral. Puis je trouve que je le fais encore en milieu rural. Tu sais, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît, tout le monde connaît le passé de cet homme-là, etc. Donc ça m'inspire. Tu dis que toi et ton conjoint, les deux, vous êtes cinéphiles. Quels sont les films que vous appréciez le plus ou le genre de film que vous aimez le plus regarder? S'ils sont similaires. Oui. Là, je vais avoir de l'air spécial. Mais je suis une fanatique de cinéma iranien. Abbas Kiarostami, c'est une grande inspiration pour moi. On fait la blague des fois, mon chum et moi. On a une grosse collection de cinéma, de films. Puis des films de collection, tout ça. Des coffrets, toute l'équipe. Puis on se dit souvent, si on se fait voler, faut pas qu'il soit cinéphile. Parce que c'est comme, on aime tellement ça. Puis on écoute beaucoup de cinéma iranien, cinéma québécois. Je suis all-in cinéma québécois. J'adore le cinéma de Sébastien Pilote, Philippe Falardeau, vraiment Stéphane Lafleur. J'aime beaucoup le cinéma québécois. C'est ça qui m'a fait mes premières amours en cinéma québécois. Sinon, j'aime beaucoup Ken Loach, mon chum aussi. Quand je parlais de cinéma social, Ken Loach, grande fan. Sinon, le cinéma italien, évidemment, français, allemand avec Fassbinder. Donc, on écoute beaucoup de cinéma international. On n'a pas peur de lire des sous-titres. Puis, c'est ça. Sinon, moi, mes premières amours, c'est Little Miss Sunshine, Harold des Maudes, au Québec, Un zoo la nuit, des films comme ça. On aime beaucoup écouter des listes de films, mettons, premièrement des films qui ont gagné la Palme. Donc, moi, j'ai écouté tous ceux que j'avais pas vus. Abbas Kiarostami a gagné la Palme avec Taste of Cherry, t'sais. Donc, un film en amenant d'autres. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup d'Abbas Kiarostami, c'est sa simplicité. Son côté très humble dans son cinéma et très réaliste. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de recréer dans tes projets à toi? Ouais, moi, mes projets sont toujours très réalistes, très sobres. C'est vraiment un esthétique qui me rejoint, la sobriété. J'ai pas d'envie de faire du cinéma à boum boum, là, ou je sais pas comment l'expliquer. Du Marvel, non, d'action. non.
Non, non. Mais oui, puis admettons, Abbas Kiarostami, c'est un cinéma très simple, très intime, qui part de des bases. Tu sais, la quête du personnage paraît tellement simple, mais elle prend des dimensions réelles et immenses dans le cœur des personnages. Puis il filme souvent l'enfance, puis je trouve que là-dedans, il y a quelque chose de très brut de filmer les enfants, puis les réalités d'enfants. Ouais. Est-ce que tu avais un fauteuil motorisé avant l'opération? Non. Parce que je voulais pas. Dès le début, j'ai demandé un fauteuil manuel. Ça a été... ça a été long avant que je sois capable de bien le contrôler, là. Parce qu'habituellement, la tétraplégie est un fauteuil motorisé. J'ai seulement eu un fauteuil motorisé après l'opération, vu que je ne pouvais pas utiliser mes mains. Donc là, par exemple, je l'avais mis, j'allais tout le temps super vite. Puis dans le centre de réadaptation, je faisais des burns, tu sais. Je tournais mes roues, puis ça faisait... Donc tout le monde savait que j'arrivais parce que je faisais des burns partout. Puis ensuite, ben c'est ça. Donc, date importante, le 15 décembre 2021. Ouais. Donc, je voudrais savoir dans tes mots de me parler de l'accident que tu as subi. Oui, donc le 15 décembre, j'ai eu un très grave accident. Je ne savais pas que cette journée-là allait complètement changer ma vie. Je me souviens plus du tout de l'accident. J'avais comme perdu le contact avec la réalité. J'ai perdu environ 6 jours que je me souviens de rien. La dernière chose que je me rappelle, j'étais à Montréal. Puis j'ai passé comme 5 jours à la chute. Donc, je me souviens de rien. Et ça s'est conclu avec une tentative de suicide. Donc, j'ai sauté dans le vide et j'ai cassé mon cou de la toute première cervicale à la 7e. J'ai eu énormément de chance de survivre. Puis là, ça va super bien, tu sais. Ça paraît hyper dramatique, surtout les causes de l'accident. Mais c'était pas moi qui a sauté, c'était comme la Jeanne possédée, là. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Même que ma nouvelle vie va bien. C'est sûr, je suis en fauteuil, je suis pas paraplégique, je suis tétraplégique. Donc, je suis paralysée à partir d'en haut de la poitrine jusqu'aux orteils. J'ai passé 1 an et 1 mois à l'hôpital. C'est long. Puis, je suis sortie pour Noël. Beau cadeau. Et c'est ça. Donc, j'ai dû complètement tout réapprendre. Au début, je n'étais même pas capable de respirer par moi-même. Ils ont dit à mes parents et à ma famille que j'allais juste pouvoir bouger les yeux et respirer intubé. Donc là, ça allait pas fort, là. Donc, c'est ça. Puis finalement, de fil en aiguille, de jour en jour, j'ai repris des forces. C'est complètement surréel que je sois capable de bouger les bras. Habituellement, les personnes tétraplégiques ont un fauteuil motorisé céphalique qui s'appelle, donc contrôlé soit avec la tête ou avec la main. Donc moi, j'ai mon petit fauteuil sport. Puis c'est ça. Mais ça a changé ma vie, là. J'ai eu la chance de pouvoir appeler la personne qui a appelé le 911, qui m'a vu marcher sur le pont. Donc, j'ai pu remercier de m'avoir sauvé la vie. Puis j'ai aussi appelé les policiers puis les pompiers pour les remercier. Donc, je suis beaucoup dans la gratitude. Je repense plus beaucoup au 15, à part pour me dire que j'avais juste besoin d'un gros câlin cette journée-là. Mais honnêtement, j'essaie juste de regarder de l'avant puis de faire de ma nouvelle vie la plus belle vie soit-elle. Puis, ben, t'en as parlé un petit peu dans une entrevue avec le Régional, mais je trouve que c'est quand même rare dans les médias d'entendre parler de tentative de suicide comme accident.
Puis en tant que scénariste, j'imagine que pour toi, les mots, c'est très important. Donc pourquoi l'usage de ce mot-là? Accident. Parce que les problèmes de santé mentale, c'est pas un choix. Ça arrive comme ça. Moi, je le vois comme si c'est quelqu'un je sais pas moi, qui a une maladie physique, puis qu'il était en voiture, puis sa maladie a déraillé, puis ça l'a fait qu'il y a eu un accident d'auto, tu sais. Moi, cette journée-là, mon cerveau était plus fort que la raison. J'étais archi malade, puis il s'est passé ça. J'utilise le terme accident parce que j'étais pas consciente de qu'est-ce que je faisais. J'étais malade et souffrante. Donc, c'est comme quelqu'un de diabétique qui tombe dans un coma diabétique. C'est pas de sa faute. Mais avec la santé mentale, c'est comme si on est porté à moins faire le lien avec... on pense qu'on a plus de pouvoir sur notre tête que qu'est-ce qu'on a, t'sais. Moi, je l'ai souvent dit, quand la santé mentale déraille, c'est fort. J'ai trouvé même plus... En ce moment, quand je repense à toute ma vie, les moments que ma santé mentale était au plus bas, j'ai trouvé ça plus souffrant que d'être tétraplégique pour l'instant. Il y a quelque chose de tellement fort quand ça déraille. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme accident, parce que j'étais pas consciente, c'est pas de ma faute. T'sais, oui, c'est moi qui ai sauté, mais ce n'est pas de ma faute, j'étais malade. D'où le terme accident. Pour retourner donc, t'es ensuite t'es à l'hôpital, puis ça a été quand même de longues semaines. T'as été une semaine dans un coma. Puis en plus, cette période-là, c'était une des périodes de restriction de COVID, donc il n'y avait pas de visite. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette période-là? Ça a été vraiment tough. Quand je me suis réveillée, on m'a annoncé que j'étais tétraplégique. Je savais même pas c'était quoi. Parce que dans le temps, on entendait plus le terme quadraplégique pour ma condition. Puis j'étais intubée, donc je pouvais pas parler, je pouvais pas communiquer et j'ai pas pu poser mes questions. Donc j'ai dû accumuler toutes les questions que j'avais jusqu'à temps qu'on m'enlève le tube. C'était épouvantable. Puis mes parents, ma famille, ne pouvaient pas être là. Ça a dû être tellement tough pour eux, là, parce que c'était Omicron. Donc, j'étais toute seule, mais j'étais comme dans un second monde. Là. Je venais juste de me réveiller du coma. J'étais ultra médicamentée pour la douleur et tout, là. Donc, mais ça a été la période la plus difficile de ma vie. Je me souviendrai toujours le jour de l'an 2021, le passage de 2021-2022. C'est le décompte avec le bonne année. J'entendais au poste infirmière faire le décompte avec les préposés. Puis je me suis dit, OK, là, je suis au plus bas. Je peux pas aller plus bas que ça dans ma vie. Je peux juste aller mieux. Puis à partir de ce moment-là, ça allait juste aller mieux. Mm-hmm. Puis, dans le fond, quels sont le genre de soins que tu as reçus? Parce que là, c'était encore dans le moment où tu n'avais pas encore parlé de l'opération pour tes mains. Non. Donc, quel genre de soins est-ce qu'on t'a offert? Oui, ben c'est que j'étais vraiment mal en point quand je suis arrivée. Au début, on ne savait pas si j'allais survivre. C'était le b.a.-ba, c'est elle va survivre ou elle va mourir. J'avais les poumons perforés. J'avais une sorte d'anévrisme au cœur. J'ai fait un syndrome du compartiment, que ça s'appelle. C'est une hémorragie interne dans la jambe. J'ai vraiment failli perdre ma jambe. Donc, ils ont dû l'ouvrir pour sortir tout le sang. Puis finalement, ils ont sauvé ma jambe. Puis ça a été fait pendant la journée même. Et le 17 décembre, 2 jours après mon accident, on m'a opéré au cou. C'était une opération d'environ 8 heures.
Puis, ils ont décidé de ne pas m'opérer la toute première cervicale, parce que quand ils opèrent la première cervicale, tu peux plus bouger du tout la tête. Donc, j'aurais été jamais de même, puis ça, c'est pas cool. Puis, on fait, OK, vu qu'elle est jeune, peut-être que ça va se placer par elle-même, puis ça l'a fait. Puis sinon, ils m'ont fait un coffret, ils ont comme tout solidifié, ben bref, ma colonne était cassée, donc ils l'ont replacé, ils ont mis un coffret de métal. Maintenant, je vais sonner aux douanes. Puis ils m'ont ouvert par la gorge puis par en arrière. Après ça, mais tu sais, j'ai eu 9 opérations dans un an. Je me souviens même plus de tout c'était quoi. Puis c'est ça. Puis j'ai eu mon opération pour mes mains 9 ou 10 mois après. C'est ça. Ouais. Puis là, tranquillement, ta famille et tes amis ont pu commencer à venir te visiter. Mes parents, ma famille, bien à vrai dire, c'est juste mes parents qui pouvaient. Ils sont venus avec des raisons humanitaires, qu'ils appelaient ça. Donc, ils venaient un à la fois. Donc, ils alternaient la journée. Puis, dans ce temps-là, ils faisaient tout pour moi. Je n'étais pas capable de manger. Puis, à vrai dire, je ne pouvais pas manger. J'ai pas pu manger pendant comme 4 mois. J'étais alimentée par le nez. J'étais pas capable d'avaler, donc manger, c'est un peu rough. Puis, c'est bizarre parce que dans ce temps-là, je me souviens que qu'est-ce que je voulais, c'était pas de recommencer à marcher ou quoi que ce soit. Je voulais juste boire de l'eau. Puis je pouvais pas boire. Donc, ils me donnaient comme une pipette avec 2-3 gouttes d'eau. C'est pas assez. Moi, je rêvais juste d'un verre d'eau. C'est juste ça que je me rappelle. Tu sais, le b.a-ba, genre, je veux un verre d'eau. Mes parents ont pu revenir, puis... parce qu'avant, c'était par FaceTime qu'on se parlait, parce que je pouvais pas parler. C'était vraiment rough, là. Ça, c'était pas des beaux moments. Mais quand ils sont venus, tout a commencé à aller mieux. Puis sinon, j'ai reçu des soins de physiothérapie à l'hôpital. Et après ça, après 3-4 mois à l'hôpital Sacré-Cœur, on m'a envoyé à l'hôpital de réadaptation de Montréal, Gingrolinsé, où là, j'ai tout recommencé à réapprendre. Puis j'ai passé presque 1 an en réadaptation. Puis là, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on t'a approché pour... en fait, comment est-ce que tu as entendu parler de l'opération pour tes mains? Oui, l'opération, c'est ma physiatre. Une physiatre, c'est le médecin spécialisé en colonne vertébrale. Elle m'a dit que je serais une bonne candidate parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette opération-là. C'est vraiment un certain type de tétraplégiques qui peuvent avoir l'opération. Puis eux, ils trouvaient que je pouvais être une bonne candidate. Donc, j'ai attendu un autre mois, puis j'ai eu une entrevue. Donc, j'ai rencontré une équipe multidisciplinaire avec les chirurgiens, les physiatres, les physios, les ergos, etc., qui m'ont rencontré, qui ont analysé mes mains, ils ont regardé si j'étais motivée, tout le kit, pourquoi je voulais avoir l'opération. Puis à la fin de cette entrevue-là, j'ai su que j'allais être opérée, j'étais super contente. Puis ça a parti le processus. Mais je me souviens, ils m'ont demandé « C'est quoi la raison que tu voudrais l'opération? » Puis j'ai dit qu'en bout de ligne, j'aimerais ça pouvoir recommencer à travailler. Puis, à première chose due, j'ai pu continuer à travailler. J'ai commencé, 3-4 mois après, à travailler. Puis, tu es aussi, c'est ça, la première... il y a eu 9 autres opérations avant la tienne de ce genre au Québec. Puis, tu es la première à en parler dans les médias. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais décidé que tu ferais, toutes les entrevues que... Non. Non? Non, aucunement. C'est les chirurgiens qui m'ont demandé de le faire parce que l'opération que j'ai eue, c'est une opération un peu différente des autres parce que d'habitude, c'est un transfert nerveux. Puis là, ils ont essayé un transfert nerveux et tendineux qui a très bien marché, mais c'était un peu nouveau. Puis aussi, j'étais la première femme au Canada à avoir l'opération.
Donc, c'est ça. Puis vu que j'ai une certaine facilité à m'exprimer, ils ont trouvé que j'étais la bonne candidate pour pouvoir en parler dans les médias. Et aussi, c'est que les 9 autres avant moi, il y avait aussi... c'est comme s'ils se construisaient une nouvelle technique d'opération. C'était pas la première opération qu'ils voulaient sortir dans les médias. Ils voulaient que ça soit rodé, qu'ils sachent exactement où est-ce que cette science-là nous amenait. Puis avec moi, ils étaient confiants de pouvoir partager la bonne nouvelle, que maintenant on peut réanimer des mains. Mm-hmm. Après l'opération, est-ce que la sensation qui revient dans tes mains, est-ce que c'est immédiat? Non. Oh. Non, ça prend 2 ans. OK. Parce que les nerfs, le courant qui part du cerveau, puis ce qui se rend jusqu'au bout des doigts, le chemin prend 2 ans à se rétablir. Mm-hmm. Donc pendant 2 ans, moi, j'ai de la physio à faire. Donc j'ai toute une réadaptation basée sur les mains qui dure 2 ans. Là, j'ai seulement 6 mois de fait. Donc on s'entend que ça va juste aller en s'améliorant. Mais mes mains étaient jamais de même depuis mon accident. Puis là, je suis capable de les ouvrir, de les fermer. C'est vraiment génial. Puis tu es capable aussi de, tu sais, c'est ça, de cuisiner, ouais. d'écrire, de tenir un crayon? Oui, fourchette, brossage de dents. Ça m'aide pour m'habiller, ça m'aide pour me laver. Je peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu sais, comme hier, j'ai cuisiné avec ma mère. Je suis capable de tenir un couteau, couper. Tu sais, c'est vraiment tout ce que je suis capable de faire, c'est du nouveau. Parce qu'avant, c'était pas mal rien. Là. Comme je disais à découverte, mes mains étaient vraiment comme du spaghette. Si je voulais les ouvrir, c'est comme... ça marchait vraiment pas. Puis là, je suis capable de faire des choses avec. Donc, c'est vraiment magnifique. Puis si je comprends bien, c'est pas comme l'usage d'une main. Normal. C'est ça, fait que tu utilises différents muscles aussi. Oui. Comme là, qu'est-ce que je montre tout le temps? C'est que le message que j'envoie à mes mains est différent que les tiens. Donc, au début, pour bouger mon pouce, là, à un moment donné, le message redevient normal, puis je bouge le pouce. Mais au début, il faut faire un nouveau courant. Puis le pouce, c'était le coude, parce qu'ils ont pris un nerf. C'est qu'ils remplacent les nerfs morts par des nerfs vivants ailleurs dans le bras. Donc, moi, ils ont pris pour le pouce un nerf du coude, qu'ils l'ont rattaché au pouce. Donc, si je voulais bouger mon pouce, il fallait que j'aille le champ d'actionner mon coude. C'est vraiment fou. Ouais. Puis, c'est ça, ta première session de physio après ta chirurgie, ouais. Est-ce que t'as comme complètement... Hey, c'était fou. J'étais encore à l'hôpital de réadaptation. Non, j'étais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où j'ai eu mon opération. C'était 2 jours après mon opération. Puis, c'est là, parce que les transferts nerveux prennent 2 ans, mais tendineux sont instantanés. C'est ça qui était nouveau avec moi. Mm-hmm. C'est le côté instantané. Puis c'est là, 2 jours plus tard, que j'ai pu faire mon coude. Puis il me dit, t'es capable maintenant de pincer. Puis c'était du jamais vu. Donc 2 jours plus tard, ça a été fascinant, vraiment. Puis je suis capable d'un peu aller partout. Mm-hmm. Sinon, tu sais, quand je cuisine, donc je prends mes choses, encore une fois sur mes cuisses, ou mon restant de lasagne. Puis, tu sais, faut pas avoir peur d'échapper des choses, tu sais. Ouais. C'est pas, j'ai réalisé que c'est pas si, tu sais, c'est pas « ah, puis si ça tombe », c'est pas le « si », c'est « quand ». Puis une fois que tu sais que ça va arriver, ben là, tu as moins peur. Puis comment est-ce que ta famille et tes proches l'ont pris, dans le fond, non seulement toute ta réadaptation, mais aussi, surtout, ton opération? Oui, ben premièrement, j'ai été épaulée du jour 1 au jour d'aujourd'hui. Tu sais, au début, il fallait qu'ils m'aident à tout faire. Tu sais, j'étais pas capable de me gratter.
Parce que pendant 9 semaines, t'es en convalescence. Et j'étais comme ça. Je pouvais pas bouger les bras. Ça a été vraiment tough parce que si je peux pas bouger les bras, puis je suis paralysée de la poitrine aux orteils, ça veut dire que je suis complètement paralysée. Donc pendant 9 semaines, j'étais dans mon lit, un peu claustrophobe dans mon corps. Donc ils m'ont beaucoup aidée. Puis sinon, tu sais, comme tout le monde a la même réaction quand on parle de cette opération-là. Au début, c'était OK, on peut réanimer des mains, va-t-on être capable de réanimer les jambes? C'est la question que tout le monde se pose. Et ça marche pas comme ça. T'sais, les jambes aussi, même si un jour ils inventent l'opération, les nerfs ont une durée de vie. Le message que j'envoie, mettons, mes jambes, en ce moment, pour les bouger, vu qu'elles répondent pas, à un moment donné, ils stannent. Le message fait, ben là, je lui demande tout le temps, il bouge plus, ben j'arrête de répondre. Donc, ça va jamais pouvoir revenir. Mais en tout cas, quand je leur ai parlé la première fois de l'opération, c'était comme... c'est du rêve, là, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a comme un fait médical ou quelque chose qui t'a comme surprise de tout ce processus-là? Par exemple, moi, en tout cas, ça m'a vraiment surprise, c'est que ça vient du coude ou de différentes parties du bras que t'actionnes. Oui, le bicep. Le bicep me permet de forcer. C'est juste que c'est tellement... La science est weird. Elle est magnifique, mais elle est weird. Tu sais, réapprendre le message pour bouger les membres, c'était étrange comme exercice. C'était super le fun. Mais sinon, surprenant, c'était quand on utilise les électrodes puis qu'on me donne des chocs électriques. Comme on a vu à découverte, j'étais dans l'opération, endormie toute, puis mes doigts bougeaient par la stimulation électrique sur mes nerfs. Donc, ça montrait jusqu'où je pourrais être capable de bouger, puis ça, c'est super surprenant. Puis ensuite, quelle a été la partie la plus difficile de ton adaptation post-accident? Post-accident, de devoir demander de l'aide. Ça, c'est tough, de perdre mon autonomie. C'était vraiment ça qui était... Puis qui est encore difficile. Parce que le fait de marcher, tu sais, mon fauteuil m'amène du point A au point B, mais c'est le fait que vu que je peux pas marcher, me tenir, rester en équilibre, c'est que je demande beaucoup d'aide. Puis ça, je trouve ça difficile, donc je dirais que c'est ça. Puis d'un autre côté, quelle a été la partie la plus gratifiante de ton expérience? Tout le monde qui a travaillé dans le but que je regagne une qualité de vie. Tu sais, comme la Formule 1, tu as la voiture, tu as le pilote, et tu as une équipe au complet autour. Puis je sentais vraiment là, que j'avais une équipe soudée qui avait comme but que j'aille mieux. Tu sais, puis c'était super gratifiant, super touchant. Puis ensuite, post-accident, est-ce que tu trouves que ton processus créatif a changé? Parce que tu es retournée au travail, là tu as, justement, tu l'as mentionné tantôt, mais écrire ton cours, tu as écrit un court-métrage depuis là que tu t'en vas tourner en automne. Tu as recommencé complètement à écrire. C'est ça, est-ce que ton processus créatif a changé, tu trouves? Oui. Premièrement, j'avais déjà un projet SODEC. Puis celui-là, non, c'est pas vrai, c'était le projet de coécrire ton cours. Celui-là, j'avais comme 1 an de recul entre la fois que je l'ai écrit, puis là, 1 an plus tard, après mon accident, retravailler dessus pour le concours. Et ça, c'est presque une chance d'avoir ce recul-là sur son œuvre. Ça permet de mieux, de voir avec un regard nouveau le projet.
Mais j'ai tellement appris depuis mon accident sur l'humain, sur la résilience, etc., que c'est sûr qu'à vie, mon écriture va être teintée par ça. Tu sais, même si j'écris pas sur des personnes handicapées tout de suite ou whatever, ça l'enrichit mes relations entre humains dans mes scénarios. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu trouveras les mots pour parler des circonstances de ton accident dans ton art? Je veux parler d'handicap au cinéma, mais pour l'instant, j'ai pas le besoin ou l'envie de parler plus de mon expérience à moi ou de parler de suicide ou des choses comme ça. Ça, je veux faire des conférences dans les écoles ou dans les milieux de travail pour parler de prévention du suicide. Mais au cinéma, c'est comme si je veux tellement... Bien, ça pourrait le faire aussi, mais mon envie par rapport à un film sur le handicap, ça serait que ça soit un film hyper lumineux, à l'image de comment ma nouvelle vie l'est. Puis je trouve, je sais pas, je pense qu'en ce moment, je trouverais pas les mots pour imager à l'image et en mots puis en images. Et à la fois les causes de l'accident et le côté lumineux. C'est comme si, sur papier, ça se peut pas, mais je le vis, tu sais, que ça peut être beau aussi après. Mais en tout cas, je veux parler d'handicap, mais je sais pas si ça va parler de ça. Tu as déjà, en fait, des idées de comment tu voudrais en parler? Ouais. Ouais, mais je veux que ce soit hyper lumineux. Je veux que ce soit un beau sourire qu'on a ou des larmes de joie, plus que des larmes dramatiques. On en parlait tantôt, tu sais, ton appartement est comme complètement adapté pour toi. Ouais. Puis on parlait aussi de tes deux choix, en fait, que tu avais une fois que tu es sortie de l'hôpital, que tu avais soit le choix entre un logement adapté ou d'être placée en CHSLD à l'âge de 27 ans. Comment est-ce que tu as vécu ça, cette décision-là? Ouais, mais ça, c'était même pas à la sortie de l'hôpital, c'était quand j'étais encore aux soins intensifs à Sacré-Cœur. Donc, je viens de me réveiller, on me dit que je suis paralysée. Puis en plus, on me dit que tu vas sûrement habiter en CHSLD. Là, ça faisait beaucoup. Là, j'étais comme, aïe. Puis mon père et ma mère ont fait non. On va adapter la maison, tu vas avoir un appartement fermé à toi. Puis ça m'a vraiment sécurisée parce que c'est comme s'il n'y a pas de ressources intermédiaires entre le CHSLD et la maison. Tu sais, les personnes jeunes qui ont toute leur tête, qui mériteraient de ne pas être en CHSLD, tu sais. Mais je suis très reconnaissante d'être ici, chez moi. Et aïe, que je voulais pas aller en CHSLD. Du moins, pas tout de suite. Parce que c'est ça, tu sais, à 27 ans, ta situation sociale, tu sais, ton expérience de vie est complètement différente de celle avec les autres personnes avec qui tu habiterais. Ce qui serait, tu sais, même juste, j'imagine, pour ton travail, ce serait comme... Ben, je travaille, je peux pas comme... Ça va mal faire des rencontres de job au CHSLD, tu sais. Ici, comme j'ai des soins le matin, une fois que je suis dans mon fauteuil, je suis autonome. Je m'aurais tourné les pouces en CHSLD, tu sais, moi, je suis autonome toute la journée. Puis le soir, il y a quelqu'un qui m'aide à retourner au lit. Tu sais, je trouve que j'ai une très belle qualité de vie ici. Puis même qu'à un moment donné, peut-être je vais retourner en ville, puis je vais être capable par moi-même de faire toutes ces tâches-là. C'est l'objectif. Puis quels sont tes plans pour le futur? Est-ce que tu as une idée de ce que l'avenir te réserve? J'espère... Je rêve à un avenir professionnel en cinéma. Que à court terme, que mon tournage à l'automne se passe bien. J'aimerais ça mettre en lumière le fait que les personnes avec un handicap peuvent participer activement à la société,
tant au niveau, comme moi, de la prévention, comme au niveau professionnel, tu sais. Je trouve ça vraiment cool d'être réalisatrice, scénariste en fauteuil. Puis il y a de la place pour d'autres personnes comme moi aussi. Puis, donc c'est ça. Puis j'aimerais ça sur un plan personnel, continuer à aller mieux, tu sais, continuer à avoir le verre toujours à moitié plein. Puis de rester positive là-dedans, parce que c'est un cadeau, cette nouvelle vie-là que j'ai eue. C'est comme si j'étais un chat. J'ai pas 9 vies, j'en ai 2. Puis là, c'est ma deuxième. C'est ça, est-ce que tu aurais des derniers mots pour nos auditeurs qui se sentent comme tu te sentais avant ton accident? C'est que des fois, la tête puis le corps, la santé mentale est tellement forte que ça lâche. Mais le suicide, c'est mettre un point à la place de mettre une virgule à la souffrance. Donc, tu sais, si j'avais su comment j'allais aller mieux, j'aurais pas fait un geste aussi radical. T'sais. Mais parler à frères, sœurs, parents, amis, boss, cousins, cousines, chats, chiens, demander de l'aide, parce qu'il y a toujours place à aller mieux.